Bonsoir à tous. On va essayer de joindre dans quelques instants Marwan Akam, médecin cofondateur de la plateforme avimédicale.ma qui va nous parler du boom de l'e-santé durant cette période de coronavirus. Mais ce soir, actualité oblige, on va commencer par la nomination de Moncef Slaoui à la une de la Warp Speed. C'est donc comme ça que Donald Trump appelle cette fameuse team pour pouvoir lutter contre le coronavirus, trouver un vaccin contre le coronavirus. Marwan Akam avec qui on a eu un petit souci de connexion il y a quelques instants. Et on espère que ce souci de... Décidément, les opérateurs télécoms sont bien soumis à des pressions en ce moment. Marwan Akam, qui est un fidèle décodeur, qui a rejoint l'équipe des décodeurs atlantiques depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Hmm. Alors, on a toujours un écran noir, Marwan. En tout cas, on t'entend. Donne-moi une seconde. Vous Ouais, bien m'entendez? sûr. Est-ce que tout le monde m'entend? Ouais, c'est la question essentielle. Mohamed Medchekroun, bonsoir. Naoufal, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous entendez Marwan Akam, qui est avec nous ce soir? Pour l'instant, on ne l'a pas en image. On va essayer de faire peut-être sans, ça serait dommage, mais on croise les doigts que la connexion soit là. Rebonsoir Mourad, rebonsoir Samy. Oui, alors Samy nous dit qu'on t'entend, Marwan. Il y a Mourad aussi qui dit Super, qu'on très bien, t'entend. très bien, très bien, Kenizou très bien. également. Super, super. Hmm. Bon, tu nous disais, Marwan, il y a 150 projets de vaccins actuellement contre le Il y a coronavirus. 150 projets de vaccins pour le coronavirus. Il y en a 13 qui sont déjà quasiment en pré-phase 3, c'est-à-dire qu'ils vont être testés sur des individus contaminés. Il y en a même quelques-uns qui sont en Asie, qui vont être testés sur des individus dans d'autres pays, puisque les fameux pays coréens, chinois ont maintenant un nombre de cas positifs qui est très limité. Donc, ils ont décidé d'aller chercher des volontaires dans d'autres pays, ce qui est assez particulier, parce qu'en principe, Ouais, ça se passe pas de cette manière-là. Donc, il y en a 150. Aujourd'hui, la fameuse Warp Speed machin truc team, c'est la seule à avoir fait autant de shows à la Maison Blanche et tout ça. Il y a tellement de task force qui travaillent sur ça. Les Allemands sont déjà bien avancés, les Anglais sont déjà bien avancés. AstraZeneca, qui est un très grand laboratoire, a déjà très très bien avancé sur un vaccin qui s'appelle Shadox-SARS ou quelque chose dans ce sens. Les Chinois, ils sont déjà en phase 3. Il y a un vaccin israélien qui est aussi très très bien avancé. très bien. Dis-moi, est-ce qu'il y a une particularité dans le choix de Donald Trump d'avoir choisi Moncef Slaoui? C'est vrai que c'est un homme qui, depuis pratiquement 20 ans, travaille sur les vaccins. On le disait tout à l'heure, il est à l'origine parmi une équipe de la recherche du premier vaccin contre Ebola. Il y a aussi un vaccin contre une autre maladie, le paludisme, pardon, qui est en cours de test toujours en 2020. Est-ce que le choix de Donald Trump finalement a été le bon? Il n'y a pas erreur de casting. Là, on imagine que Aucune, c'est des poids lourds qui. aucune idée. Je peux pas juger. Je t'ai dit, le palmarès de la personne est assez intéressant. Maintenant, derrière, est-ce que cela va aboutir à quelque chose? Personne ne peut le savoir. Personne ne peut le savoir. Hmm. Je rappelle juste que pour le SRAS-1, il n'y a pas de vaccin. Pour le MERS, il n'y a pas de vaccin. D'accord? C'est des choses qui sont arrivées en Ouais. 2002 et en 2012. Donc maintenant, croisons les doigts pour avoir un vaccin ou avoir un anticorps, parce qu'il y a une autre piste aussi qui est beaucoup plus intéressante aujourd'hui, qui est la piste de l'anticorps. Il y a plusieurs laboratoires qui travaillent sur ce qu'on appelle de l'immunothérapie, qui serait censé être plus efficace que le vaccin lui-même et beaucoup plus, comment dire, euh, long terme en termes d'efficacité. Donc Hmm. aujourd'hui, est-ce qu'il a bien fait de le choisir ou de ne pas choisir? C'est un grand monsieur. Alors, on a encore un problème avec le son, Marwan. On n'a pas l'image, hein, on est désolé, on a un problème de connexion avec Marwan Akam. Ah, ça y est, on a l'image. Bonsoir Marwan. Ah, enfin, on y arrive, Ça on va fait y plaisir. arriver, on Ça va fait y arriver. plaisir. Donc, Quel opérateur comme je télécom disais, doit-on saluer? donc je sais pas. Ils sont On tous, va, on ils va, sont on va tous taire les très, noms. ils sont tous saluables. Donc, je On les disais, salue je tous. disais, Dis-nous. je disais, est-ce que c'est un super casting ou peut-être? Est-ce que ce super casting va donner quelque chose? On sait pas. Voilà. Ouais. Ça sert à rien de se précipiter en se disant, ah, super, il a choisi une équipe. Enfin, on connaît encore une fois Donald Trump. Et on connaît sa manière de faire. Et on sait très bien que c'est un monsieur qui adore le show-off. Et il a compris comment faire du show-off. Donc Ouais. aujourd'hui, est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Oui, peut-être. Et encore une fois, si Monsieur Moncef Slaoui arrive effectivement à développer en un temps très court, qui est de 8 mois seulement,
un vaccin et à pouvoir le fabriquer. Parce que ce qui est marrant, c'est que notre presse arabophone, je Oui. ne généralise pas, mais une certaine presse arabophone avec un niveau assez intéressant d'intégrité journalistique a déjà titré que Moncef Slaoui a annoncé la production d'1 million de vaccins. Bon, je rappelle à ces gens-là, par exemple, qu'1 million de vaccins ne suffirait même pas pour les États-Unis, parce qu'aux Bien États-Unis, il y a sûr. plusieurs centaines de millions de personnes, et que éventuellement, pour que le vaccin soit généralisé à l'échelle internationale, nous sommes en train de parler de 7 milliards d'individus. Fabriquer 7 milliards de vaccins, c'est pas quelque chose qui pourra être simple à faire. Ensuite, je pense qu'il Ouais. va y avoir un très gros problème au moment où on arrivera à fabriquer un vaccin et on commencera à façonner le vaccin. Vous avez vu le petit incident qu'il y a eu entre Sanofi États-Unis, Sanofi France, dès que à un moment donné, il a été annoncé que s'il y avait un vaccin qui était découvert, il serait en priorité pour les Américains. Et de l'autre côté, vous avez le président de Sanofi France qui dit ah mais ça c'est pas moi je n'ai jamais dit ça, c'est pas de cette manière-là qu'on se comporte. Donc vous comprenez que quand on va trouver ce vaccin, là forcément il va y avoir des quantités qui seront fabriquées. Alors soit il faudra attendre que les 7 milliards soient fabriqués, ou les 6 ou les 5 ou 4 ou je ne sais pas combien de milliards il faudra fabriquer pour que ça soit distribué équitablement au même moment. Mais Oui. ça veut dire qu'on vit chez les bisounours et que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il y aura des Mais pays qui seront finalement, Marwan, prioritaires et d'autres qui viendront par la suite. Finalement, on a vu clairement les États-Unis depuis février, ils ont clairement anticipé le coup. Ils ont passé des contrats en douce avec des laboratoires pharmaceutiques. À coups de millions de dollars, ils ont arrosé pour avoir l'exclusivité sur le vaccin. Si un vaccin est trouvé contre le Covid-19, l'Europe est Ouais. totalement larguée, l'Europe est totalement à l'ouest. Quand on voit ce qui se passe avec Sanofi en France, et que pour l'instant on dit uniquement qu'on va recevoir le PDG de Sanofi en France pour explication à l'Élysée. Il y a des opposants politiques qui disent, moi, je l'aurais même pas reçu à l'Élysée en tant que président, si j'avais été élu. J'aurais laissé ça au ministre de la Santé et je lui aurais dit, écoute, mon coco, depuis quelques années, depuis 10 ans, tu as eu 1 milliard d'euros de la part des Français. Il y a deux solutions. Soit tu nous rends les 1 milliard d'euros, soit dans ce cas, la licence du vaccin, dès que tu l'as, nous, on va la produire également. Qu'est-ce que t'en penses? Je comprends ton point de vue, je comprends ton point de vue, je comprends le fait que ta réaction pourrait être de cette manière-là. Je comprends aussi la réaction du président français, je comprends aussi la réaction des politiques qui s'offusquent de ce qui se passe ou ce genre de choses. Mais il y a une expression que j'aime beaucoup, qui est une expression marocaine qui dit, Tzaid Zad Nsimiou Abdelkader. On attendra qu'il soit né pour qu'on l'appelle Abdelkader. Tu vois, c'est un peu aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin. Donc en fait, aujourd'hui, on est en train de se Alors, ça invente des chamailler histoires. pour, on est en train de chamailler pour des choses hypothétiques. Encore une fois, je rappelle, Hmm. il n'y a pas eu de vaccin pour le SARS-1. Il n'y a pas eu de vaccin pour le MERS. Ça fait 10 ans que ces deux virus ont été séquencés, ont été étudiés sous toutes les coutures et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on n'a encore rien. Donc moi, je me dis, calmons un peu nos ardeurs. Espérons qu'il y aura un vaccin. Moi-même, je te l'avais annoncé Alors, dans on a les un petit bug de décodeurs. connexion. En tout cas, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Ouais, je suis encore là, moi. Tu m'entends? Alors moi j'ai un petit bug de retour avec toi Marwan. Est-ce que toi tu m'entends ou pas? Non, moi je t'entends, il n'y a pas de problème. Moi je t'entends là. Est-ce que toi tu m'entends? Je pense que la connexion est revenue là. Peut-être pas. Est-ce que tu m'entends? Dis-moi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Moi je t'entends. Ouais, je t'entends, il y a juste un petit retour décalé en image. Ça y est, ça commence à se stabiliser. Bonsoir à William qui nous a rejoint également. Bon, on peut se poser une question. On s'est posé d'ailleurs ce matin dans les décodeurs atlantiques, Marwan. Est-ce que finalement le cas Moncef Slaoui, ça peut être une illustration d'une défaillance au niveau de notre recherche et développement ici au Maroc. C'est vrai que le Maroc s'est beaucoup illustré dans la lutte contre le Covid-19, mais est-ce que c'est un talent gâché? Est-ce que cette personnalité-là, qui est une des personnes peut-être les plus influentes dans le domaine de la vaccination aujourd'hui dans le monde, elle n'aurait pas dû faire partie de la commission sur nos modèles de développement? Cette personne, si elle était restée au Maroc, elle serait pas là où elle est. Donc ça, c'est la première des choses. Parce que nous n'avons aucune politique de recherche scientifique, encore plus de recherche médicale. Encore une fois, je rappelle, 18 milliards de dirhams de budget de l'État pour tout ce qui se rapporte à la santé. Donc 80% sont consommés complètement dans les RH et dans les salaires.
Le reste va partir un peu dans les médicaments et un peu dans la maintenance des équipements et le service après-vente des équipements. Il reste quelques clopinettes de l'ordre de 3 ou 4 millions de dirhams pour la recherche. C'est À même pas côté du le budget prix d'un américain, automate. C'est même pas le prix d'un automate dans un laboratoire américain pour faire quelques prélèvements et analyser quelques prélèvements. Donc, je pense que s'il était resté là, il aurait rien fait. Surtout à l'époque où d'après le mythe ou la légende urbaine était revenu et il avait été refusé. vendredi soir, c'est saturé, hein. Ouais, apparemment c'est une saturation de connexion. Donc ce que je te disais, c'était que au final, s'il était resté là, il ne serait pas devenu le Moncef Slaoui aujourd'hui qui travaille dans le sillage de Trump. Et la problématique en fait de la recherche médicale, elle date pas Ah bah Marwan, d'aujourd'hui, j'ai de la encore recherche. une coupe. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que là c'est mieux? Apparemment, là, ça a l'air beaucoup mieux. Oui, Ah bah alors on y va. Bah je reste ici. très Allez, bien. je vais me positionner ailleurs. Ouais, tout le monde aura. Il y a Mourad qui commente. J'ai pas compris Ah, ce que tu disais, Mourad Baba. On vous entend bien, ça y est. Donc ça y est, maintenant on a ce qu'il faut pour super. pouvoir débuter Donc ce live tranquillement. là on va pouvoir travailler. Ok, très bien. Donc je te disais, s'il était resté ici, bah il serait pas devenu ce qu'il est. La recherche Ouais. scientifique, est-ce qu'il est au Maroc? Il y a depuis quelques années un petit élan de quelques fondations pour la recherche scientifique, enfin ce genre de choses. Mais après le problème, c'est toujours une question de moyens. Il y a beaucoup de manque de moyens qui fait qu'au final, beaucoup de personnes malgré toute la bonne volonté qu'ils ont de vouloir faire de la recherche au Maroc, quand ils finissent par trouver des choses, bah automatiquement il y a certaines autres institutions internationales qui rendent leurs offres suffisamment alléchantes pour que ces problèmes-là, pour que ces personnes-là décident de quitter le Maroc pour aller ailleurs. Et ça, c'est vraiment Ouais. le problème du pays, le problème de la recherche scientifique au Maroc. Donc, s'il était resté là, est-ce qu'il serait dans la commission Covid? On ne sait pas. S'il était resté là, peut-être qu'il n'y aurait pas la Covid actuellement, parce que c'est la Covid maintenant depuis quelques jours, Ouais, si tu le veux bien. effectivement. Voilà. Ah, ouais, On a l'Académie tranché un grand. française qui dit la Covid. Ouais. L'Académie française a travaillé. L'Académie française. Finalement, Ouais. Elle s'est l'Académie réveillée. française a travaillé. Elle a décrété que c'était la Covid et non pas le Covid. C'est super, c'est génial. Alors juste Alors Marwan. pour dire, donc peut-être, Ouais. Vas-y, oui. je t'écoute. On a Donc un il y a Sami commentaire Fouad qui dit de Neza. Sami, Sami qui dit manque de reconnaissance et confiance dans les compétences. Oui et non. C'est aussi manque de moyens. Voilà. Moi, je vais revenir toujours sur le sujet du manque de moyens parce que c'est bien beau d'avoir quelqu'un qui fait des choses. S'il a pas, on va dire, si les lumières vous appellent à un moment donné et que vous n'êtes pas assez fort pour pouvoir détourner le regard, ben finalement les sirènes vous finissent par vous happer. Je connais une personne que j'ai rencontrée il y a il y a un an peut-être ou 2 ans, une personne qui est très brillante, qui est à Marrakech et qui fait de l'intelligence artificielle à un très très haut niveau. C'est-à-dire la personne a Ouais. développé même un avatar robotisé et tout ça. D'ailleurs, je te passerai ses coordonnées parce que c'est vraiment intéressant d'avoir cette personne-là, une personne comment on dit, polyglotte, donc qui parle plusieurs Polyglotte, langues, ouais. qui est polyglotte, qui parle plusieurs langues, qui est extraordinaire en termes d'intelligence artificielle, qui est une excellente keynote speaker, donc elle arrive à faire des présentations de folie, qui fait les choses avec ses propres moyens, c'est-à-dire qu'elle a fabriqué un robot avec des bouts de bois, avec quelques câblages, des choses comme ça, avec une petite unité centrale pour pouvoir coder et tout ça. Et là, avec elle, un laboratoire, et ils fabriquent beaucoup de choses. Ils font énormément de découvertes qui sont par la suite prises par des institutions internationales. Parce que ici, quand ils arrivent à la fin du prototypage, quand ils cherchent les moyens pour pouvoir passer à la phase supérieure, qui est de faire un prototype plus abouti ou un premier produit, bah il y a personne qui est capable de suivre vu que les financements sont happés par d'autres activités. Alors, Nézar Marsou qui nous dit, je crois qu'aujourd'hui, comme tous les labos pharmaceutiques sont en course derrière le vaccin, on l'aura sûrement dans quelques semaines, ce vaccin, ou dans quelques mois ou plus tard. Bon, c'est vrai que tu nous disais, c'est compliqué. On a vu pour le Strassin, pour l'instant, il n'y a pas de Non. vaccin. Ça se peut qu'on Quel- n'en trouve quel- pas de quel- vaccin, quel- c'est quel- possible.
c'est très très possible aussi. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur la piste de l'immunothérapie avec la recherche d'anticorps synthétiques. Donc aujourd'hui, juste pour qu'on sache, pas synthétique non, mais synthétisé à partir d'autres sources que la source humaine. Oui. Et en fait, c'est une piste qui peut être peut-être plus prometteuse que celle du vaccin. D'accord. Et là, il y a beaucoup de monde qui y travaille. Les Américains, les Européens, les Chinois, tout le monde travaille dessus aussi? Comme je t'ai expliqué, une 150 projets ou 160 projets à travers le monde, et je t'ai dit qu'il y en a à peu près 13 ou 14 qui sont déjà presque en phase 3, c'est-à-dire qu'on va commencer à les tester chez les porteurs de la maladie. Kinizu qui nous dit est-ce qu'on peut acquérir l'immunité face au coronavirus? Il y a eu beaucoup de théories fumeuses hein, sur ça, Oh, Marwan. la question qui pose réellement problème aujourd'hui, parce que il était question à un moment donné, à travers ce qu'on a eu de la part des Chinois, qu'effectivement les personnes qui étaient guéries étaient effectivement immunisées de la maladie et ne pouvaient plus être recontaminées. Puis par la suite, il y a eu des descriptions un peu partout à travers le monde de possibles réinfections. Puis après, on a dit non, c'est pas une réinfection, mais en fait, ces gens-là, ils avaient juste une baisse de la charge virale. C'est-à-dire qu'au final, ils étaient encore contaminés, mais ils avaient une charge virale qui était très basse. Donc, on n'arrivait pas à la détecter quand on a fait les derniers tests avant de les laisser sortir. Et au final, la Ouais, charge virale s'est réactivée. Tu te rappelles, c'est ce que je te disais par rapport à ce fameux ouais. traitement à base de chloroquine, en te disant que le problème de ce traitement, c'est qu'il ne fait que baisser la charge virale. C'est-à-dire que demain ou après-demain, ces personnes continueront à être porteuses du virus et quand peut-être que ce virus sera réactivé par la suite. C'est le cas, par exemple, avec le sida, où on utilise la trithérapie pour diminuer la charge virale pour que la personne ne soit plus contagieuse. Et de ce fait, elle peut vivre sa vie sexuelle, sa vie sociale normalement. Mais cette personne est obligée de faire des sérologies et de faire des dosages de manière fréquente et perpétuelle pour voir si sa charge virale est toujours basse, en deçà d'un seuil qui est acceptable. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas de test pour pouvoir savoir si effectivement la charge virale de quelqu'un qui avait été atteint de la Covid, est-ce qu'elle est encore basse par rapport au seuil habituel ou non? Donc ça, c'est un premier problème. Donc on savait pas exactement s'il y avait immunité ou pas. Après, il y a eu ces fameux tests encourageants de sérothérapie. On prend le sang de personnes qui étaient contaminées mais qui étaient guéries, on va récupérer le plasma par centrifugation, on va remettre les autres dérivés du sang chez la personne, enfin, on va lui redonner ses éléments sanguins et on va Ouais. récupérer ce plasma, on va l'injecter à des personnes qui sont atteintes de Covid grave et dès lors, on a vu qu'il y avait des guérisons. Donc on s'est dit super, ça veut dire qu'on développe une immunité. Sauf que après, on a découvert que ce truc-là ne se voyait que chez 2 ou 3% des personnes guéries. Donc encore une fois, ça a remis encore une fois en discussion le sujet. Et puis là, depuis quelque temps, on se pose des questions sur la durée de l'immunité. C'est-à-dire qu'on se dit très probablement il y a immunité, mais on ne sait pas elle dure combien de temps. Juste pour rappel, le SARS-1 donne une immunité en général de 10 ans. Le MERS donne une immunité de 2 ans. Regardez la différence entre le premier et le deuxième. Alors on ne sait Le même pas celui-là Covid-19? Ouais. si ça sera 1 mois ou 6 mois ou 2 ans ou 10 ans, personne ne le sait. D'où l'idée qu'il va falloir qu'on fasse avec cette maladie. Elle va peut-être devenir, comme l'a décrété l'OMS depuis quelques jours, même si l'OMS a perdu en crédibilité. En fait, l'OMS, à mon sens, n'a pas À vraiment perdu l'OMS en qui nous dit, crédibilité, mais l'OMS qui nous dit que le virus, enfin, le virus Covid-19 ne pourrait jamais disparaître. C'est une possibilité. c'est très possible. C'est très possible. Je rappelle il y a 100 coronavirus qui vivent autour de nous, dont 7 sont pathogènes pour l'homme. Les trois fameux qu'on connaît, le SARS, le MERS et le SARS-CoV-2 actuel, mais il y en a 4 qui vivent avec nous chaque année parce qu'ils font partie des souches de la grippe saisonnière et qui donnent des symptômes similaires à un rhume banal. Donc, le Ouais. coronavirus, c'est quelque chose qui est endémique depuis pas mal de temps. Après, celui-là, on ne sait pas exactement si ça va l'être ou pas. Mais à mon sens, si ça continue comme ça, il va falloir qu'à un moment donné, que tout le monde reprenne sa vie et qu'on va continuer à prendre ses précautions, faire les mesures habituelles de barrière, de distanciation sociale, jusqu'à ce que, effectivement, comme je vous ai dit, qu'on trouve un vaccin, ou peut-être pas, ou qu'on trouve un traitement efficace, et que de ce fait, on décide de se dire, ben, tant pis, quand quelqu'un sera infecté, on le traitera.
Marwan, deux dernières questions sur le Covid et puis ensuite on va parler de la télémédecine. On avait Mourad qui nous disait, si ça se trouve, on n'aura pas de vaccin avant très longtemps et on va devoir vivre avec. Et puis on avait une question de Mohamed qui nous disait, est-ce que ça pourrait être légitime de ne pas vouloir se faire vacciner si un vaccin est trouvé? Il y aura des risques? À mon avis, quand on est sur des pathologies comme ça, qui sont de l'ordre de l'international et qui risquent de devenir une espèce de risque mondial pour les gens, si une personne décide de ne pas se vacciner, c'est une personne qui devient lui-même un peu une bombe à retardement dans sa société. À mon avis, ça deviendra quelque chose de tout à fait obligatoire, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui avec le BCG. Le Oui. BCG est obligatoire si vous voulez avoir le livret de famille de votre gosse, si vous voulez l'inscrire sur votre livret de famille, vous êtes obligé d'avoir le BCG. Oui, oui, J'ai je fait sais. Toi, l'expérience. tu viens de passer par ça, on est tous passés par là. Ouais, Et c'est une ouais, obligation qui est tout à fait légitime parce que c'est que grâce à ça qu'on a pu effectivement éradiquer, allez, on va dire jusqu'à un seuil assez satisfaisant la tuberculose du Maroc. Je rappelle qu'on a encore 32 000 nouveaux cas de tuberculose par an au Maroc, hein. Donc, ouais. c'est pas encore fini, malgré ce fameux BCG qui, il y a quelques semaines, était spectaculairement reconnu comme étant peut-être la solution africaine au problème de la Covid. Donc moi, aujourd'hui, chaque jour me fait un peu plus rigoler puisque chaque fois on découvre des choses. Il y a tellement de, 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 de bizarreries qui sont annoncées. Il y a tellement de populisme scientifique. Il y a tellement de Bien sûr. démagogie médicale. C'est un peu bizarre hein, d'entendre ça, le populisme médical. Il y a un populisme scientifique qui s'est installé depuis le Pas début mal. de cette La crise. formulation est sympathique. C'est terrible. Franchement, c'est Ouais, terrible. C'est du ouais, bien sûr. populisme scientifique. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va... Et puis de l'autre côté, vous avez ces fameux laboratoires ou ces instituts qui, je ne sais pas pour quelle raison, décident d'angoisser les gens encore plus. Comme les fameux laboratoires japonais qui ont fait ce fameux essai avec de l'aérosol. Ils ont pris un bouillon de virus, ils l'ont mis dans un aérosol avec un gaz propulseur, ils l'ont propulsé dans une enceinte où il n'y a ni fenêtre, ni soleil, ni aération, ni rien du tout. Ils disent, ah ouais, le coronavirus peut rester dans les airs pendant des heures. Oui, c'est Batman ou c'est Ouais. Superman. Et après, on a commencé à oublier cette histoire parce que bon, les gens ont expliqué, attention, ça a été fait dans des conditions de laboratoire. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, ça tombe à 1,70 m de la personne. En réalité, ça ne peut être que par transmission interhumaine, par expectoration et gouttelettes, ou éventuellement si les gouttelettes se retrouvent sur une surface ou sur un objet. Donc, ce n'est pas un virus à transmission aérienne, mais respiratoire. Bon, ça s'est calmé un petit peu. Et puis là, il y a une semaine à peu près ou 10 jours, il y a encore une fois, une autre étude qui arrive. Je sais pas à quoi ça sert. À quoi ça me sert qu'on me dise qu'il a été retrouvé dans les eaux usées? Ok, Bonsoir, Reda d'accord. Masni qui nous a rejoint. On a une dernière question sur le coronavirus à Marwan. Reda Masni qu'on retrouvera la semaine prochaine d'ailleurs pour parler justement de comment on peut vivre le déconfinement, entre autres. Dernière question que tout le monde se pose ce soir, Marwan. Ce soir, le Maroc est le dernier pays au monde à avoir un confinement strict en dehors du Liban qui est retourné en reconfinement. La Roumanie a déconfiné aujourd'hui. Lundi, on aura peut-être une réponse sur la suite. Est-ce qu'on peut parler de déconfinement selon toi quand on regarde les bons chiffres qu'on a depuis maintenant 24 heures? Entre guillemets, bien entendu, puisque c'est que 24 heures et que depuis une semaine, 10 jours, on est reparti dans un flux en hausse. Il faudra de toutes les manières déconfiner parce que je pense que le déconfinement a déjà démarré vu les chiffres qu'on a. Donc, je pense que le fait de se voiler la face en se disant qu'on va continuer à demander aux gens de se confiner pour baisser tout ça, c'est à mon avis une utopie. Ce qui est fait. Aujourd'hui, les gens sortent, les gens ne respectent pas le confinement, les gens ne respectent pas la distanciation sociale, les gens s'embrassent avec les masques, mais ils s'embrassent quand même. Joue contre joue, c'est super, c'est une nouvelle façon de faire les choses, très bien. C'est bien triste. Euh, donc je pense que l'idéal, ce serait de déconfiner et puis de reprendre l'activité et puis voilà, faire en sorte qu'il y ait plus de précautions, qu'il y ait plus de vigilance vis-à-vis des gens, vis-à-vis des mouvements. Plus de Il y aura sévérité? il y aura peut-être des mesures qui seront, allez, on va dire intermédiaires, qui devront être prises éventuellement. Bon, les écoles, c'est acté. Il y aura pas Ouais. d'école avant septembre. Donc, les sujets Bonne âgés, à fin. mon avis, les sujets âgés, à mon avis, il va falloir peut-être aussi les garder sous contrôle, éviter que
de les laisser sortir à tout va. Mais bon, je pense que aussi c'est des êtres humains, donc il faut aussi y réfléchir. Et puis pour les entreprises, il va falloir peut-être continuer à travailler en shift, alors avec des personnes qui vont être en présentiel, d'autres qui seront en télétravail, ce genre de choses, dans la mesure de ce qui est possible. Maintenant, on sait que dans Ouais, l'industrie, par exemple, c'est juste pas possible de réfléchir à ce genre de choses. bien sûr. Donc, déconfinement, moi, je pense que oui. Après, je n'ai pas de certitude. Je pense que oui, il faudrait déconfiner. Parce que de toutes les façons, on a bien vu que même les pays qui ont déconfiné sont en train aujourd'hui de d'avoir des remontées de pics de positivité. Ouais. Donc, on va rester confiné jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on D'ailleurs, on a des trouve un vaccin. stratégies de reconfinement qui sont déjà élaborées par certains pays, hein, c'est le cas de la France. Et de toute façon, je pense que la meilleure chose qu'on devra faire, c'est de garder en fait une espèce de vigilance, on va dire orange, pas rouge, et Mhm. de partir sur des scénarios possibles de stop and go. Une fois je confine, une fois je déconfine, une fois je confine, je déconfine une région. Ce que fait à peu près la Chine maintenant avec quelques points d'épidémie qui se déclenchent chez eux. Donc ils confinent 550 000 personnes. Oui, chez eux c'est normal, 550 000 personnes sur la population, c'est tout à fait normal. Donc, ils confinent 550 000, après ils les relâchent, après ils confinent 200 000, ils les relâchent, et ainsi de suite. Et là, ils ont confiné 700 000 la ville de Wuhan, c'est quand même assez incroyable. Darwan, on va parler du sujet qui nous intéresse ce soir. Bon, forcément, le corona, ça nous intéresse, mais c'est vrai que la vie après corona, déjà, elle va être largement chamboulée. Peut-être que pendant plusieurs mois, on va vivre avec des masques, on va devoir faire encore attention avec ces gestes barrières, peut-être même plusieurs années, on verra. Mais il y a une autre chose qui va changer aussi, c'est notre rapport à la médecine, notre rapport au docteur. La télémédecine a explosé, hein, l'e-santé a explosé durant les périodes de confinement qu'ont connu les différents États dans le monde. Au Maroc également, on n'a pas échappé à la vague. Quelle lecture tu en fais? Toi, tu es le cofondateur de la plateforme avismédical.ma. Alors d'abord, raconte-nous ce que c'est, et puis qu'est-ce que tu as constaté? Tu constates vraiment qu'il y a une envie, qu'il y a un besoin aujourd'hui au Maroc? Alors, moi, je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dans la potion quand j'étais petit, donc en fait, ces histoires-là d'avis médical et tout ça, ça date quand même un petit peu. La plateforme, elle existait, elle était dans le tiroir, on a fait un petit lancement, on va dire, un peu timide au démarrage, juste avec les copains, les amis, pour qu'ils essayent, pour qu'ils testent le service. Et puis petit à petit, quand la crise de la Covid a démarré, on s'est dit tiens, ça peut être intéressant peut-être de couper court à tout ce qui est fausse information scientifique. Et au lieu que les Bien gens sûr. commencent à trouver des informations complètement flinguées qui viennent de personnes qui ne sont même pas, alors, mais qui n'ont absolument pas le savoir qu'il faut pour pouvoir prodiguer des conseils médicaux, que nous on prenne le taureau par les cornes et c'est là où on a lancé un appel à quelques médecins volontaires qui ont voulu rejoindre le projet. Et aujourd'hui, c'est une plateforme qui s'appelle avis-médical.ma et qui permet d'avoir soit un conseil médical écrit, soit un conseil médical téléphonique. Donc là, Donc, je me connecte sur la plateforme, j'écris un petit mail avec des photos que j'envoie éventuellement, et puis je des peux analyses, des avoir une photos, réponse un document. d'ici quelques heures. C'est ça. Oui, des analyses, des photos, n'importe quoi, ou éventuellement prendre un rendez-vous pour en parler avec un médecin en direct. On reçoit quelque chose comme 200 à 220 questions par jour, avec surprise 70% d'écrits. C'est spécial, on comprend pas, mais en tout cas on a 70% d'écrits. 70% Ouais. d'écrits, c'est bizarre, 70% d'écrits. Ouais. On répond à peu près à tout. On a à peu près 15%, 13 à 15% des questions qu'on reçoit sont en rapport avec le Covid. Donc il y a beaucoup de personnes qui posent des questions à ce sujet. Mais globalement, on reçoit de tout. On reçoit de tout. Alors depuis l'arrivée de Ramadan, on reçoit beaucoup de questions sur est-ce que j'ai le droit de jeûner avec des dossiers de maladies de l'épaisseur d'un matelas. Et la personne vous appelle, enfin essaye de vous cacher quelques informations pour vous dire, pour avoir l'autorisation de la part d'un médecin. Mais bon, nous, d'abord, pour rappel, on fait du conseil. Alors, le Ouais. conseil, ça veut dire orienter la personne, orienter par rapport à sa maladie, pas orienter vers un individu. On ne dirige pas vers un médecin, parce que le dirigisme est interdit par la loi. On ne dirige pas vers une structure, parce que le dirigisme sauf les structures d'urgence. Quand c'est une urgence, on dit à la personne, il faut aller dans une structure d'urgence. Donc, on ne dirige pas vers les individus, on peut diriger vers une spécialité, on peut expliquer la maladie, on peut donner des informations, on peut orienter par rapport aux possibilités thérapeutiques, mais on ne donne pas de traitement et on ne donne pas de diagnostic.
Alors, pourquoi ce choix? Très simplement parce que si on continue jusqu'au diagnostic et au traitement, ça devient une téléconsultation. Et la téléconsultation, aux yeux de la loi, est régie par un texte qui dit que si vous voulez faire une téléconsultation, le patient doit être accompagné d'un professionnel de santé. C'est la loi marocaine. Elle est anomalique, elle est bizarre, elle est tout ce que vous voulez. Elle est plus adaptée à la santé publique qu'à la pratique libérale privée, mais c'est comme ça. Il faut la respecter. Donc, Ça veut dire quoi? aujourd'hui, Ça veut tous les dire médecins, physiquement, le patient doit être accompagné. oui, physiquement, chez lui, là où il D'accord, est, il faut qu'il y ait un infirmier avec lui ou un médecin. Il ne peut pas faire la d'accord. téléconsultation directement tout seul comme c'est le cas en France. En fait, le décret d'application, dans la définition de la téléconsultation, la différence entre celui de la France et celui du Maroc, c'est qu'en France, il dit le patient peut être accompagné d'un professionnel de santé. Au Maroc, le patient doit être accompagné d'un professionnel de santé. Donc nous, comme on a vu, comme on a lu les textes de loi, comme c'est quand même mon boulot aussi de conseiller mes associés, de conseiller en fait le board Bien avec sûr. lequel je travaille. Je dis, les gars, s'il vous plaît, nous, on va pas faire de téléconsultation, même si je sais que on a la capacité technologique de pouvoir le faire, parce que celui qui fait téléconseil peut faire de la téléconsultation, mais on va éviter ça parce que la loi, voilà ce qu'elle dit. Par contre, ce qu'on va faire, Oui. c'est qu'on va attendre que la crise sorte et on va travailler avec les instances. On va faire un peu de push. On va écrire quelques articles pour faire en sorte que les instances ordinales ou le ministère de tutelle et tout ça comprennent que c'est important de faire évoluer ce décret d'application. Et ce décret d'application, il se trouve qu'il est évolutif, sans aucun problème, parce que contrairement à des décrets qui doivent repasser par la Chambre des représentants, Des ce représentants ou des conseillers. décret-là ou des conseillers, ce décret-là n'a pas besoin de repasser pour une modification. Il peut être fait sur simple arrêté ministériel sur avis du Conseil national de l'ordre des médecins. Donc aujourd'hui, si le Conseil national de l'ordre des médecins a entre les mains des arguments solides pour expliquer qu'il faut absolument que la téléconsultation se fasse selon les mêmes normes qu'en France, à ce moment-là, la loi changera et on n'aura plus aucun problème pour le faire. Donc ça, c'est un premier Ouais. point et c'est pour ça qu'on a choisi de faire du téléconseil et non pas de la téléconsultation. Et je peux vous assurer que dans 80 à 90% des cas, les gens ont juste besoin de parler à un médecin et d'être sûrs de ce qu'ils font. Donc ils n'ont pas forcément besoin qu'on diagnostique ou qu'on traite. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, Bonsoir à c'est Sarah qui nous a rejoint et bonsoir à Berada Naouma qui nous a rejoint également. On t'écoute, Marwan. et deuxième chose, c'est que comment dire, aujourd'hui, on voit ça et là fleurir des plateformes qui proposent de la téléconsultation. Il y a même Ah oui, dernièrement, justement. j'ai découvert une plateforme où on loue, habituellement on réserve des taxis. Alors Ah vous oui. avez l'image sur le site, vous avez l'image du taxi avec le bouton pour le louer votre taxi ou réserver votre taxi, et au-dessus dans le menu il y a téléconsultation avec une liste de médecins et la totale quoi. Alors là on est parti dans l'anarchie totale, c'est-à-dire que moi, si tu te rappelles Landry, quand la première fois qu'on a parlé de ça, c'était j'étais invité dans ton émission de 7h50 et Ouais. je te disais qu'on avait un vrai problème, c'est qu'il n'y avait pas de législation, il n'y avait pas de réglementation. Très bien. Et ça a pris peut-être 2 ans pour qu'on puisse avoir une réglementation. Mais malgré le fait que la réglementation soit arrivée, j'avais des confrères qui avaient des chakras, mais alors là, pas fermés, plus que fermés, verrouillés à triple tour. Et puis du jour au lendemain, avec cette crise, ils décident tous d'ouvrir leurs chakras. Alors chacun pour une raison particulière. Il y en a qui le font parce ils veulent rester en contact avec leurs patients malades chroniques et ainsi de suite. Et il y en a qui le font parce qu'ils ont remarqué qu'avec cette crise, c'était la seule manière de pouvoir continuer à exercer leur métier et bien entendu à gagner leur vie. Donc ça, c'est Parce que chacun c'est a y bizarre quand même, attribué Marwan. son compte. On a quand même des téléconsultations qui sont facturées parfois à 300, 350 dirhams. Ça dure 500, 10, 500, 15, 500, 500 dirhams, 500, 10 minutes, 15 minutes. 500, Bon, 500 dirhams, ça, 500 c'est cher dirhams, quand même. 5 minutes. 500 dirhams, 5 minutes. J'ai vu des choses comme ça. Et cela, pourquoi? Parce que les providers technologiques qui offrent ces plateformes de téléconsultation n'ont aucune connaissance des textes réglementaires. Ils font ça dans un but commercial précis. Eux, ils mettent les plateformes à disposition des médecins. Les médecins payent des abonnements, mais ils n'accompagnent pas le médecin dans la compréhension. Normalement, si un médecin veut faire de la téléconsultation, si je suis provider technologique, j'ai ma plateforme. Et demain, Landry Benoît est un médecin qui veut faire de la téléconsultation. Je dois venir voir Landry Benoît en lui disant, voilà ma plateforme.
Voilà les détails techniques de ma plateforme. Voilà les détails de sécurité des données. Voilà les informations sur X, Y, Z, détails techniques dont vous avez besoin. Vous devez Ouais. signer avec moi un bail locatif sur l'utilisation de la plateforme. On doit la signer. OK, très bien. Ensuite, vous devez prendre votre CV, votre autorisation d'exercer et vous devez faire un écrit de demande d'autorisation auprès du ministère de la Santé pour pouvoir faire de la téléconsultation. Ensuite, prendre ce dossier, l'emmener à une direction à Rabat qui s'appelle la direction de la réglementation et du contentieux. Cette direction va faire une analyse du dossier, de l'aspect technique, va appeler les gens du CNDP pour voir si tout ce qui est technique en termes de sécurité de données personnelles, et là on est sur de la donnée sensible, c'est encore Bien sûr. plus grave que la donnée personnelle de base. Et à partir de là, il vous donne ce qu'on appelle un accord préalable. Puis par la suite, il y a une commission qui va venir dans votre cabinet pour voir le matériel que vous allez utiliser, comment vous faites, où est-ce que vous stockez les données, est-ce que les données sont stockées dans un serveur local, comment il est sécurisé, ainsi de suite. Et après, ils vont vous donner ce qu'on appelle une autorisation définitive. Et c'est à ce moment-là que vous avez le droit de faire de la téléconsultation. Je peux vous dire que 100% des médecins qui font aujourd'hui de la téléconsultation ne sont absolument pas passés par ces critères-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une anarchie totale. Vous avez des plateformes, il y a des confrères qui m'ont raconté qu'il y a des plateformes qui les appellent, qui leur disent comme ça, vous pouvez faire de la téléconsultation. Et vous savez, docteur, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez fixer le prix que vous voulez. Parce que c'est dans le Eh virtuel. ben, Ça n'a rien à voir avec les tarifications habituelles. Donc ça, bon, il va falloir peut-être sévir, hein. c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ouais, bien Alors, sûr. après cela, vous avez un autre problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le décret, quand il est sorti en juillet 2018, le décret n'avait pas pris en considération que ça allait être utilisé dans le libéral. Ça avait été fait de telle sorte à ce que ça soit des outils de télémédecine dans le cadre de la pyramide sanitaire publique. Quand on disait le professionnel de santé doit accompagner, enfin le patient doit être accompagné d'un professionnel de santé, on pensait au fameux centre de santé et dispensaire de montagne dans lequel peut venir un malade, trouver un infirmier là-bas. L'infirmier se connecte Ouais. avec un médecin dans la ville la plus proche et fait la consultation à distance. Donc, on a imaginé à ce moment-là le décret de cette manière-là. Aujourd'hui, pour que ça passe dans le libéral, il faut prendre en considération, bien entendu, cette histoire-là d'accompagnement ou pas par le patient, mais il faut aussi prendre en considération le fait qu'il y a des honoraires et qu'il y a des flux financiers qui n'existent pas dans le cadre du dispensaire. Parce que dans le dispensaire, le gars, il arrive, il est ramédiste, il se fait soigner par le médecin à distance, il prend ses médicaments, il se casse. Et le problème est Bien réglé. sûr. C'est pas le cas. Dans le libéral, quand moi je vais vous passer une consultation, quand je vais te passer une consultation, mon ami Landry, que je vais te facturer 300 balles ou 350 ou 500, je sais pas moi, les délires de ces Ouais. chiffres-là qui me donnent le tournis. Et d'abord, tu vas me payer par carte, ok. Ensuite, comment on va dématérialiser cet acte-là pour que tu te fasses rembourser? Parce C'est qu'il la n'y a grande pas. question, Parce effectivement. que Bah oui, mais l'Agence nationale d'assurance maladie ne s'est pas encore penchée sur ce dossier-là. Elle n'a pas encore bravo créé Marwan. des, C'est ce elle que n'a nous pas dit encore créé Yacine des Saïd. Marhaba. La NAM n'a pas encore créé les systèmes de remboursement qui peuvent être appliqués à la télémédecine, à la téléconsultation. Parce que dans la Hmm. télémédecine, il n'y a pas que la téléconsultation, on va en parler, il y a plein de choses. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, euh, ces plateformes-là proposent que le médecin envoie la prescription via email. D'abord, c'est interdit de faire des échanges sur les données santé via email. Il faut utiliser ce qu'on appelle des messageries sécurisées. Et en général, ça fait partie du profil du patient. Donc, le médecin rentre sur son compte à lui. Il va envoyer un message sur le compte du patient. Le patient va recevoir sur son email une notification de réponse et il doit Ouais, cliquer pour que ça l'amène vers, je pense que tu as essayé la plateforme qu'on a et c'est le cas. On vous envoie une ouais. notification et puis vous cliquez, vous rentrez sur votre portail pour votre compte pour pouvoir trouver la réponse. Donc c'est ça en fait la Bien sûr. messagerie sécurisée. Alors les gars, Marwan, ils envoient une ordre. Oui. Marwan, justement, alors est-ce que finalement tous ces initiateurs de la téléconsultation, alors pour l'instant elle est strictement interdite par la loi, est-ce qu'ils ne décernent pas l'avancée technologique de la médecine au Maroc? Mais moi c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que attends, elle n'est pas strictement interdite par la loi. Elle est Déjà, elle est réglementée. encadrée, effectivement, réglementée. Hmm. Elle ne doit pas être faite de la manière avec laquelle elle est faite Bien aujourd'hui, sûr. selon la loi. Bah, Sinon, si effectivement les médecins
décide de l'adopter, ben, il faut qu'il monte au créneau auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, faire expliquer le pourquoi du comment de l'utilisation de la téléconsultation, travailler sur un cahier de charge de l'utilisation de la téléconsultation. Par exemple, en France, je vous donne un exemple. En France, on ne peut pas faire de téléconsultation avec un patient si dans les 12 mois précédant la téléconsultation, il n'y a pas eu une vraie consultation en physique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la relation médecin traitant-patient. Sinon, je peux pas te faire de téléconsultation si je t'ai jamais vu physiquement. Ouais. Donc ça, c'est clair. Parce que Alors, logique, avec c'est la bien. COVID, avec la Covid, la France a fait sauter ce verrou-là Ouais. exceptionnellement parce que ça, c'est que Et comme ça les que les gens allaient téléconsultations ont pouvoir. explosé. Les téléconsultations sont passées de 60 000 par an à 1 million par semaine. Ça fait un sacré Ça donne chiffre. une, ça fait, ça fait, J'avais ça, oublié les chiffres, donc ça fait des beaux ça fait un chiffres. peu, ça fait un peu quelques millions d'euros intéressants. Oui. C'est pour ça que les providers technologiques, ils auront jamais la même position que moi. Moi, j'ai une casquette qui est un peu ambivalente. Je suis un peu schizophrène dans cette histoire-là, puisqu'en même temps, je suis et provider technologique et je suis en même temps médecin. Et à cela, on va rajouter une petite cerise, c'est que je suis fortement, comment dire, attaché aux valeurs de compliance, de déontologie et de d'intégrité. Donc ça, c'est quelque chose qui est génétique chez moi, malheureusement. C'est ce On qui te me connaît fait, assez. c'est ce qui fait que ça mérite les poils, en fait, de voir aujourd'hui de la téléconsultation qui est faite de cette manière-là. Vous envoyez une ordonnance, pour revenir à l'histoire de l'ordonnance, je t'envoie une ordonnance par mail. Cette ordonnance, si elle est servie, Ah ben alors que n'importe qui moi je tombe t'ai dessus. prescrit, Hein. non, au-delà de ça, je te mets des produits inscrits au tableau qui normalement devrait être donné par le pharmacien sur prescription seulement. Le pharmacien, en principe, n'a pas le droit de remettre sur la base d'une ordonnance qui ne porte pas un cachet frais. Ça, c'est comme ça. Mhm. Au sort, comme on dit. On peut pas sortir de ça. Donc aujourd'hui, le mec, il peut. Moi, je vous dis, supposons qu'on donne à quelqu'un une ordonnance d'anxiolytique par mail qui ne contient pas une numérotation unique ou éventuellement il n'y a pas, parce que idéalement ce qui se passe c'est qu'il faut dématérialiser l'ordonnance et qu'elle arrive directement chez le pharmacien. C'est comme ça qu'on Alors peut attends, Marwan. sécuriser. Alors Marwan, il y a une question là de. Vas-y, mais il y a une question de Naoufal aussi. Vas-y, vas-y. juste je termine mon propos et tu vas comprendre. Je te donne une ordonnance d'anxiolytique. Qui me dit que tu vas pas la primer 10 fois pour aller récupérer Bien sûr. 10 fois les anxiolytiques? Ouais, ouais. Quel Ah, danger, c'est incroyable. je pose juste cette question comme ça, je la lance et je la laisse. Donc automatiquement, si la loi aujourd'hui n'est pas encore finie, si le décret d'application n'est pas encore abouti, il faut pas jouer, comme tu disais toi, à l'encontre de l'avenir de la télémédecine. Ce que ces gens-là sont en train de faire, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Mais si jamais demain Ouais. on a un problème avec un seul patient qui décède à cause d'une téléconsultation ou quoi que ce soit, bah forcément, on va oublier la téléconsultation pendant 10 ans encore parce que toute la profession va encore une fois refermer ses chakras. Et ça, franchement, c'est ça Yacine nous dit qui me dérange. un code unique justement pour tout ce qui est ordonnance. Ça peut pas être une solution? C'est un commentaire de Yacine. Et puis on avait une question. Alors j'ai pas très bien compris. Si Naoufal peut préciser. Je crois que Naoufal, si je me trompe pas, si j'ai bien souvenir dans la liste des questions qui étaient posées, tout à l'heure tu intervenais, Naoufal, et tu disais que tu avais créé une application de téléconsultation aussi, et il posait la question, quelle procédure devons-nous suivre pour être autorisé à vendre notre produit? Mais merci de me corriger, Naoufal, si je me trompe. Très bien. C'est donc si Naufel a créé une application de téléconsultation, tant mieux. Donc c'est un tech provider. Lui, il a aucune autorisation à placer ni quoi que ce soit. Lui, il doit veiller à ce que ses serveurs soient ici au Maroc. Il doit veiller à ce que la donnée reste marocaine. Il doit veiller à des critères de sécurité qui soient fiables. Et après, il doit proposer sa plateforme à la location pour des médecins. Mais c'est ces médecins-là qui doivent aller faire la procédure de demande d'autorisation auprès des services de tutelle. Lui, il peut éventuellement les aider à, comme le font certaines entités technologiques qui des fois peuvent vous aider à construire votre dossier pour le demander aux autorités ou des choses comme ça. Donc ça, c'est faisable. Hmm. Mais dans l'absolu, c'est pas, lui, il n'a rien à demander. Hein. Lui, il n'a rien à demander. Lui, il faut que, il n'a pas, en gros, il n'a pas le droit de donner à un médecin un accès à la téléconsultation si ce médecin n'a pas une autorisation de faire de la téléconsultation. C'est ça qu'il faut qu'il Knizouk, garde il en nous tête. dit,
Knizou qui nous dit, faudrait peut-être créer une banque de dossiers médicaux accessibles à tous les médecins. Bon, c'est vrai Ça qu'en veut France, dire on a faire maintenant un, un parcours santé digital, complet. ça, veut- ça veut dire créer un dossier médical partagé. Alors ça, ça aussi, ça devrait exister parce que la téléconsultation devrait s'accompagner d'un acte d'enregistrement dans un dossier médical informatisé, ce qui n'est pas le cas des fameuses plateformes de téléconsultation. Je ne sais pas si Neofel, dans sa plateforme, il a prévu ça, mais je sais que la majorité des plateformes aujourd'hui existantes n'ont pas de dossier médical informatisé. En bonne et due forme, En hein. tout Je cas, je parle te pas de la remercie, petite. Néophale. Bonsoir, Merhaba, il n'y a pas Fatima. de problème. Et donc, ce que je te disais, c'était que le dossier médical, c'est une grosse anecdote au Maroc. Alors, juste pour petit rappel, avant 95, le dossier médical n'était pas une obligation, ni légale, ni éthique, ni rien du tout. C'est-à-dire que je pouvais voir des patients, mais Alors allez, ça, j'ignorais, tu j'y- vois. j'écris D'accord. rien. J'écris rien parce que bon, ben, il n'y a pas de texte de loi qui me dit quoi que ce soit à ce sujet, donc j'écris rien. Je m'en fous. Moi, Incroyable. j'ai tout dans ma tête. En 95, quand la loi 6500 concernant l'assurance maladie obligatoire est arrivée, c'était la première fois où dans un texte de loi on parlait de dossier médical. Mais depuis lors, D'accord. il n'y a Putain, pas tu eu m'en de apprends décret. une. Mais depuis lors, il n'y a pas eu de décret sur le dossier médical. Donc, je veux bien qu'on fasse un dossier médical, mais le problème, c'est qu'on ne sait Ouais. pas qu'est-ce qu'on doit mettre dedans. Donc chacun il va y aller de son propre chef et ça va être des dossiers médicaux qui vont être chacun différents de l'autre. À mon sens, la seule manière, c'est de faire comme en France, c'est de faire un dossier médical partagé fait par les autorités sanitaires. Mais ça veut dire Ça qu'au serait Maroc, bien. il faudrait peut-être ça veut dire qu'au Maroc, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à avoir nous aussi une haute autorité sanitaire parce qu'on n'a pas ça. On n'a Ouais. pas une haute Bien autorité entendu. sanitaire. On a le CNOM qui défend la profession. On a le ministère qui est une autorité dont le travail, 80% du temps, c'est de la santé publique. Et au milieu, on n'a personne pour réglementer les études cliniques, regarder ce qui se passe, donner des recommandations, donner des avis sur des médicaments. On n'a rien. On n'a absolument rien. Donc Bon, la haute bilan des autorité courses, sanitaire Marwan. Bilan des courses pour de bilan, conclure, finalement. Est-ce que bilan finalement des, ce Covid-19, c'est un accélérateur ou c'est plutôt marche arrière? c'est certainement un accélérateur au vu du nombre de webinars que j'ai fait depuis quelques semaines pour différentes spécialités T'en fais médicales quasiment tous les jours d'ailleurs, je crois, non? ouais, Je te vois presque tous souvent les en tout cas. jours, pour Ouais. plein de spécialités médicales qui veulent savoir comment utiliser la télémédecine dans leur pratique quotidienne. Donc, j'en ai fait pour les psys, j'en ai fait pour les pneumos, et j'en ai fait pour les oncos. Je vais en faire encore d'autres pour d'autres spécialités. Bon, la majorité, ce qui revient très souvent, c'est que la majorité pensait qu'avec ces plateformes-là qui offrent déjà la possibilité de faire de la téléconsultation, qu'ils pouvaient en faire. Et quand je reprends avec eux les modalités réglementaires, ben, ils sont un peu interloqués en se disant, ben, dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'en faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, ce qu'on peut faire, c'est plein de choses, hein. Il y a aujourd'hui, on peut faire de la téléexpertise. La téléexpertise, c'est un peu quand un médecin va demander à un autre médecin son expertise sur un sujet que lui maîtrise. Je prends un exemple. Ça pourrait être intéressant, par exemple, pour les oncologues, de faire de la téléexpertise auprès des médecins généralistes. Le médecin généraliste reçoit une dame avec une tuméfaction au niveau de son sein. Au lieu de papoter et de ne pas savoir comment le faire, ben, il appelle son oncologue référent et ils font la consultation ensemble et ça permettrait d'augmenter ce qu'on appelle le screening, enfin le dépistage, et ça permettrait d'améliorer la prise en charge des cancers à travers le Maroc. Et donc ça, on peut C'est l'envisager avec ça. le médecin généraliste, le gynécologue, avec le gastro, et à chaque fois, il y aura un référent au-dessus qui serait là pour faire. Donc ça, on peut le faire. Ça demande absolument rien. Ça demande juste un outillage spécifique. On peut faire de la télésurveillance, c'est-à-dire qu'on peut équiper aujourd'hui ces patients d'outils connectés pour pouvoir les suivre et surtout quand ils ont des maladies chroniques ou des choses comme ça. On peut faire de la téléassistance, c'est-à-dire à moi en tant que médecin qui maîtrise un geste, je peux assister un autre médecin. Mais tout cela oblige une demande d'autorisation préalable auprès du ministère. Et donc pour revenir par exemple à l'histoire de Neufeld, super, la plateforme est là, elle est intéressante. Le seul problème, c'est que pour que tu puisses la remettre à quelqu'un pour qu'il fasse la téléconsultation, il faut que ce monsieur te ramène une autorisation. Un peu comme le concessionnaire de voiture qui n'a pas le droit forcément de te vendre une voiture si tu n'amènes pas avec toi le permis de conduire et éventuellement des fois l'assurance déjà établie. Donc ça, c'est un peu le Ouais. même esprit. Je suis tech provider, mais demain, si quelqu'un vient me voir en me disant, je veux utiliser ta plateforme pour la téléconsultation, j'ai attention, est-ce que vous avez déjà vos autorisations pour le faire? Voilà. Bon. Alors, est-ce que c'est un accélérateur? Oui. Est-ce que ça va continuer à être comme ça par la suite? Je ne sais pas.
Peut-être qu'après, quand les patients vont commencer à retourner en cabinet, nos amis vont nous oublier encore une fois et vont se dire, ah, ça sert à rien. C'est pour ça que nous, de notre côté, dans notre boîte, parce que Avis Médical, c'est juste un produit parmi tant d'autres qu'on développe, nous avons beaucoup de R&D sur des choses qui sont plutôt liées à d'autres domaines de la télémédecine, qui, à mon sens, pourront évoluer, on va dire, par la force des recommandations internationales, notamment tout ce qui est suivi à distance des patients, notamment tout ce qui est télésurveillance du patient, et ça, c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. On a Adil Voilà. Fatoumi qui nous a rejoint et Monsieur Karimani. Alors peut-être pour conclure, je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus sur le volet R&D, peut-être nous parler d'un produit ou est-ce que ça reste secret pour l'instant, secret défense? J'en ai déjà trop dit. J'en ai déjà trop Bien sûr, dit. bien sûr. On va Non, s'arrêter là non, dans ce non, pas cas. vrai. Je Non, comprends, bien non, sûr. la vérité, c'est que aujourd'hui, par exemple, avec les psychiatres, on a eu un long débat. Reda Hasni a assisté aussi au webinaire, donc il connaît mon avis sur le sujet. Mais je leur ai expliqué que idéalement, ils devraient faire une espèce de plateforme dans laquelle il devrait y avoir toutes les professions de la santé mentale. Parce que au Pas final, mal, aujourd'hui, on a intéressant. une problématique majeure. On a une problématique majeure et on en avait débattu dans les décodeurs, c'est qu'on a très peu de psychiatres. Il faut savoir qu'on a 490 psychiatres entre privés et publics au Maroc, tout le Maroc entier. Hmm. Et on a de l'autre côté une enquête qui dit que 42 ou 45, je me rappelle plus, presque 50% des Marocains ont déjà ou auront ou avaient déjà eu une maladie mentale ou un problème de santé mentale. Euh, donc aujourd'hui, ces psychiatres-là sont quasiment tous submergés et donc fatalement, ça se répercute sur le suivi des patients, ça se répercute sur les procédures thérapeutiques. Le traitement d'un problème de santé mentale ne se limite pas seulement à donner des médicaments. Il faut derrière, par exemple, des thérapies particulières. Et des fois, ces psychiatres, comme ils sont pas très nombreux, n'arrivent pas à faire ces thérapies. Mais il y a des psychologues, comme notre ami, il y a des psychocliniciens, comme notre ami Reda, qui sont capables de prendre le relais, à condition qu'il y ait un parcours. Ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au parcours patient est intéressant, mais que ce soit un parcours du patient santé mentale. Et à ce moment-là, il y a une espèce de pyramide dans Ouais, laquelle très il y a sympa. tous les intervenants. Et voilà, quand le patient rentre en téléconsultation avec un psychiatre, après, on peut passer le relais à un psychologue, sachant que les psychologues peuvent faire de la télépsychologie. La télépsychologie ne fait pas partie de la télémédecine. Elle ne fait pas partie de la description puisque c'est pas un acte médical. Donc, ils sont capables de le faire sans problème. Et ça, c'est vraiment, ils peuvent aujourd'hui faire de la télépsychologie s'ils veulent dès demain, à condition de respecter, bien entendu, tout ce qui est mesure de protection des données à caractère médical et données santé, ainsi de suite. Voilà. Donc Bon, de belles globalement, c'est un peu perspectives en tout ça. cas. Non, il y a pas mal de choses à faire, hein. Il y a aussi toute la partie réalité virtuelle qui amène énormément de choses à faire en termes de gestion de la douleur chronique, en termes de gestion de phobie. Enfin, il y a plein de choses. Franchement, il y a à boire et à manger, à condition juste qu'on nous laisse développer nos produits. Et surtout, moi, ma manière de faire, c'est que je développe pas dans mon coin. En général, ça, je l'ai appris de l'industrie pharma, hein. Ça, on ne Ouais. développe pas seul. On va toujours vers la cible et on leur dit c'est quoi vos besoins. Et c'est à travers ces besoins-là, les besoins médicaux insatisfaits, c'est comme ça qu'on arrive à développer des choses. Et ça vous permet de pouvoir créer vraiment des produits qui répondent à une nécessité et non pas juste à venir avec une plateforme technologique. La technologie n'est pas une barrière. Je pense que Naufel, pour revenir sur lui encore une fois, pourrait facilement le reconnaître. La technologie aujourd'hui n'est pas une barrière. Ce n'est pas Ouais. le problème. Développer une plateforme de téléconseil ou de téléconsultation, c'est quelque chose qui peut être fait aujourd'hui en 3 4 semaines. Les modules de WebRTC existent, qui permettent l'échange vidéo vocal existent. Le, les plateformes, en fait, comment dire, le façonnage d'une plateforme avec un simple système d'échange écrit, c'est très simple à faire. Ça demande du temps, mais c'est très simple à faire. Là Hmm. où c'est difficile, c'est deux choses. C'est d'abord d'avoir une interface qui amène une bonne expérience utilisateur. Et deux, c'est que ça réponde parfaitement à un parcours codifié pour ne pas avoir de problème derrière ou d'avoir un service médical ou une amélioration de service médical rendu qui soit quasi nul. Il faut que ça apporte quelque chose. Si c'est vraiment juste là pour que ça fasse joli, ça sert absolument à rien. Bon, on a eu beaucoup de réactions ce soir. Merci à vous tous hein, qui vous êtes mobilisés et qui avez posé beaucoup de questions. On ne les a pas toutes prises, mais en tout cas, on a répondu au maximum.
Merci Marwan. Est-ce Ah, que tu j'en fais ai, le SROR ou pas? Dis-moi, dis-moi. j'ai vu un petit commentaire. Alors, je vais le saluer, professeur Youssef Ouais. Faker, qui est un des pionniers de la téléradiologie au Maroc. Donc, merci de me Ah, faut pas rappeler, vu. en fait, ce sujet. Alors, la téléradiologie, Oui. c'est un sujet qui est exceptionnel parce que il faut savoir qu'au Maroc, nous avons des unités d'imagerie qui sont installées, par exemple. Je vais pas citer l'hôpital, mais on a à Casablanca, par exemple, une unité où il y Ouais. a eu une machinerie IRM qui a été mise en place, dernier cri, mais malheureusement, il n'y a pas de personnel qualifié pour pouvoir la gérer. Et aujourd'hui, Ah, l'avantage de la téléradiologie, c'est que ça peut faire fonctionner ce genre d'outil. Juste un technicien radiologue qui peut faire le travail de prendre les images et les envoyer à travers des outils de téléradiologie vers des centres qui sont capables de faire l'interprétation à distance et mutualiser l'expertise d'interprétation d'un certain nombre d'images. Vous savez que les radiologues, c'est un peu comme les autres professions médicales. Vous avez des radiologues qui sont bons en cardio, vous avez des radiologues qui sont bons en neuro, vous avez des radiologues qui s'y connaissent en digestif, mais qui ne maîtrisent absolument pas le cérébral, par exemple. Ils les connaissent, mais bon, c'est-à-dire qu'ils sont, c'est pas leur fort, quoi. ouais. Euh, l'idée, c'est de mutualiser en fait ceux qui, par exemple, maîtrisent tout ce qui est cérébral pour permettre à tout le Maroc d'avoir des interprétations de qualité, et ainsi de suite. Donc, c'est des outils de Sympa. flux qui permettent en fait d'avoir des flux d'imagerie. Bien entendu, on peut pas se permettre d'avoir des flux qui ressemblent aux flux qu'on a avec WhatsApp parce que en général la définition baisse. Là, on a besoin de flux avec des résolutions qui sont intéressantes pour que le radiologue de l'autre côté puisse agrandir l'image, regarder les foyers, regarder tout, pouvoir par la suite donner une vraie interprétation. Donc il y a vraiment beaucoup de choses aussi à faire sur la téléradiologie, notamment dans le sens partenariat public-privé, parce que dans le public, on a très peu de radiologues qualifiés. Il y en a, mais ils Mhm. sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Ils sont limités principalement au CHU, au centre hospitalier universitaire. Et puis on a quelques-uns dans quelques hôpitaux régionaux. Mais par exemple, dans les hôpitaux de proximité et de première ligne, il y a très peu de radiologues, on va dire, qui maîtrisent tout le range, tout le spectre en fait de l'imagerie. Et ça peut être super intéressant d'avoir des partenariats publics-privés entre l'État et certains centres privés qui sont capables de mettre en place des outils de téléradiologie et des outils de téléinterprétation d'imagerie, quelle que soit l'image, pas seulement la radio de base, pour rentabiliser des coûts d'investissement qui sont déjà là. Que fait un Marwan Akam un vendredi soir en dehors d'un Insta Live? Est-ce qu'il va regarder une série? Est-ce qu'il va continuer à manger jusqu'au SROR? Non, il regarde Star Trek Discovery. Et je suis à la deuxième Ah, saison. Il me reste encore 2 épisodes. tu sais que je n'ai jamais regardé Star Trek. Jamais. Non, moi j'ai Jamais. Je déjà n'ai vu. Moi j'ai, moi j'ai déjà passé tous les Star. Écoute, je suis de nature geek. Ouais. Depuis, Ah, moi aussi, mais c'est pour ça, c'est bizarre, je te jure. Star Trek, je n'ai jamais ici, accroché, je n'ai jamais regardé une seconde. Pourtant, Landry, Star on a 13. Wars, Stargate, tout ce que tu veux, hein. Alors d'abord, on a 13 ans de différence, toi et moi. Donc ça, c'est un Bien point sûr. important à Ouais. retenir. Star Trek, Et donc, c'est une génération. je, je suis un geek old school. C'est-à-dire, je suis un geek qui a démarré avec des choses comme, je sais pas moi, il y en a qui vont se rappeler de ça. J'ai démarré moi avec les Goonies. Moi, Star Wars, je l'ai vu. Ouais, ça me dit quelque chose. Moi, Star Wars, Ouais. je l'ai vu peut-être un an après sa sortie au box-office international. Tu vois, ce genre de choses. Parce Ouais, ouais, c'est qu'il clair, fallait c'est attendre, clair. il fallait attendre la cassette vidéo Tu pour connais la cassette l'histoire? VHS pour le voir. Tu connais l'histoire de Star Wars, la fameuse réplique de Dark Vador à son fils Lucas qui dit «Je suis ton père». Je Est-ce que suis tu, ton père, oui. ouais, tu sais qu'il y avait que George Lucas qui était au courant de cette phrase. C'est lui-même qui avait écrit le Oui. scénario. Et il avait dit à Ouais, l'acteur ouais. qui joue Lucas, alors je sais plus comment il s'appelle, mais il lui avait dit, écoute, tu vas jouer Mark comme si, Harmon. Mark voilà, Harmon. Mark Hamill, tu vas jouer comme si, voilà, il t'annonce que c'est ton père, mais tu le dis à personne. Il y a que toi et moi qui le saurons, plus la personne qui fera la Tout à fait. traduction dans les salles de cinéma ensuite. Et ça choquait le monde, et c'est comme ça que c'est devenu une légende, hein. C'est assez Bah, incroyable. George Lucas est une force créatrice incroyable. Moi, je Ouais. suis, franchement, que ce soit lui ou que ce soit Tolkien, par exemple, bien avant que Le Seigneur des Anneaux ne devienne un film, ou Star Trek même, moi, j'ai toujours été impressionné par ces réalisateurs qui arrivent à créer des langues. Parce qu'on oublie, hein, parce que dans ces films-là, vous avez des Ouais. langues.
Le Des langues, des Klingon est cultures, parlé. hein. Le Klingon est parlé aujourd'hui. Il y a des fans de Star Trek qui parlent Klingon entre eux. C'est terrible.